Je suis ravie d'être la modératrice de cette troisième conférence du groupe Cardam pour ce CIMI 2024. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient là avec nous hier, cette conférence s'inscrit dans un cadre. Le cadre, c'est le cycle espace de travail, issu principalement, mais pas exclusivement, des travaux du club Cardam menés par Marc Berthier qui est là avec nous. Et oui, je suis désolée, tu voulais pas que je te cite, il fallait pas me le dire. Voilà. C'est moi, quand on me dit un truc, je ne vais pas le faire, je fais le contraire. Donc, tu devrais savoir maintenant, depuis le temps. Voilà, alors aujourd'hui, on est là pour parler de qualité de ville, la densification d'usage pour repenser l'urbain. Quelques chiffres, mais pas trop pour commencer. Aujourd'hui, en France et notamment en Île-de-France, le nombre d'immeubles tertiaires vacants s'accroît. C'est pas un scoop, hein, comme on dit chez moi. Je crois que Imostat a fléché à peu près 5 millions de mètres carrés de bureaux vides en Île-de-France à fin septembre 2024. Donc c'est très récent. On parle même de 7 millions de mètres carrés France entière. Il y a d'autres sources qui annoncent encore des chiffres plus inquiétants. Clairement, il est urgent d'agir, mais comment intensifier les usages là où parfois il n'y en a plus, ou où il n'y en a qu'un seul, pour transformer ces immeubles qu'on peut dire échoués, abîmés, non désirés et non désirables. La sémantique est forte pour décrire ces immeubles dont plus personne ne veut. Une des réponses pourrait être, peut-être pas la réponse, mais une des réponses pourrait être de densifier, la densification d'usage ou l'intensification d'usage. C'est des thématiques qu'on a aussi abordées hier après-midi avec un autre angle. Cette approche intéressante sous-tend en tout cas un pacte inédit entre le public et le privé et adresse plusieurs sujets passionnants à la fois, tout à la fois. Donc les sujets de réversibilité, les sujets de transformation, de densification, de gaspillage, enfin de lutte contre le gaspillage. Et si finalement l'intensité d'usage, c'était la nouvelle norme, le new normal, comme ils disent les financiers, c'est ce à quoi on va essayer de répondre durant cette conférence. Alors je vous présente nos intervenants du jour. Éléonore Slama, vous êtes adjointe chargée du logement dans le 12e arrondissement. Vous avez fait de la lutte, enfin tu as fait de la lutte contre le gaspillage des mètres carrés un de tes récents combats grâce à un outil que tu vas nous présenter tout à l'heure qui s'appelle l'Intensiscore, c'est passionnant. Chantal Héracrouan, tu es architecte associée au sein du groupe Cardam. Tu es architecte DPLG, tu diriges l'agence Paris-Île-de-France, je crois, et tu as une expérience particulièrement étendue et notamment en matière de grands projets et aussi un regard sur l'international qui nous intéresse ce matin. Marc Stravopodis, tu diriges Cardam Investor Consulting, la filiale du groupe Cardam dédiée aux investisseurs immobiliers, nos chers investisseurs. Ton territoire, c'est la valorisation des actifs. Ah ouais, ne me fais pas cette tête, je sais que c'est dur, mais c'est dur pour tout le monde. Tu nous expliqueras dans quelle mesure ces investisseurs sont prêts ou pas à cette révolution urbaine qui se trame un peu sous leurs yeux et sous nos yeux. Est-ce qu'ils en sont conscients? Est-ce qu'ils comprennent ce qui se passe ou pas du tout? Moi, je crois que oui. Pour ce premier tour de table, je vous propose de faire un petit état des lieux de ce que représente aujourd'hui la densification versus la sous-utilisation des mètres carrés. Où est-ce qu'on en est? Marc, peut-être un mot pour décrire le marché, la base de l'immobilier d'entreprise et notamment ces immeubles que j'ai dit échoués, non utilisés, qui pourraient retrouver une vie grâce à la densification. Est-ce qu'on arrive à chiffrer ce marché? Est-ce que, je reviens à ma question d'avant, est-ce que les investisseurs en bureau est-ce qu'ils sont conscients qu'il faut agir et que l'une des réponses pourrait être cette fameuse densification? Beaucoup de questions en une. Beaucoup de questions. Mais après, je promis, je me tais. Je vais commencer par parler un petit peu du marché. Je pense que vous en avez beaucoup entendu parler au cours de ce CIMI. Il y a plusieurs chiffres qui circulent. Tu en as parlé, Sandra. Le premier chiffre, il concerne la vacance en Île-de-France. Effectivement, le chiffre Imostat qui est paru à la fin du mois de septembre. Il y a bien 5 millions de mètres carrés vacants immédiatement. Si on regarde la vacance à 1 an, donc quasiment immédiate, on arrive à 7 millions de mètres carrés en Île-de-France. On a parlé d'un chiffre de 9 millions de mètres carrés. 9 millions de mètres carrés, c'est le nombre de bureaux vides en France entière. Sur ces 9 millions de mètres carrés, il y en a 2 millions qui sont des immeubles qui sont complètement qui sont des friches en fait, qui sont considérés comme des friches. Donc une friche, la définition d'une friche, qu'est-ce que c'est? C'est un immeuble qui fait plus de 1000 mètres carrés, qui est vide depuis plus de 2 ans et sur lequel il n'y a pas de projet. Donc 2 millions de mètres carrés de friches en France et 1 200 000 mètres carrés de friches en Île-de-France. Donc
après cette avalanche de chiffres, on se rend compte que l'enjeu effectivement est très important. Les sujets qui vont nous intéresser, effectivement, c'est pas forcément ce 1,2 million en Île-de-France. On considère qu'un marché est en équilibre quand quand le taux de vacances est autour de 5-6%. Et on s'aperçoit qu'il y a de très fortes disparités sur ce marché francilien. Le taux de vacances sur Paris, il est de 5% environ, mais au sein de Paris Intramuros, il y a de très grandes disparités aussi. Le Paris Centre-Ouest, 3,6%. Légère augmentation depuis ces derniers mois, mais on est encore en pénurie. En revanche, si on va à l'extrémité, à l'opposé, tant géographique que chiffré, les quartiers de Paris Nord et Est ont un taux de vacances de 11,6%. Donc déjà, dans Paris, vous avez des immeubles qui sont en peine. Donc une très forte granularité dans ce taux de vacances et aussi dans ces impacts sur les chiffres de la vacance. Et exactement. Et donc en dehors de Paris, avec son chiffre de 5% dont on peut dire que la ville est à peu près à l'équilibre, tous les autres secteurs de l'Île-de-France sont en suroffre. On a même 3 secteurs qui ont des taux de vacances au-delà de 15%. Fin 2023, donc ces 3 secteurs étaient la Défense, la Péri-Défense et le pôle émergent Nord. C'est quoi le pôle émergent Nord? Il y a quoi dedans? Le pôle émergent Nord, c'est essentiellement la ville principale et Saint-Denis avec ses satellites. Le pôle émergent Nord, aujourd'hui, donc 9 mois après les chiffres qui étaient quand même très alarmistes à la fin de l'année dernière, le pôle émergent Nord, aujourd'hui, il est à, je ne veux pas vous dire de bêtises, il est à 21 et quelques pourcents, 21,3%. La Péri-Défense est à 18%. Il n'y a que la Défense qui tire un petit peu son épingle du jeu, en fait, qui connaît une légère embellie sur les 9 premiers mois de 2024, puisqu'elle est passée de 15,4 à 14,4. Enfin, 14,4%, c'est quand même une énorme suroffre. Alors, quant aux immeubles échoués, les fameux immeubles échoués, ils sont vides pour diverses raisons. Soit ils sont peu ou mal connectés au transport en commun, là c'est une évidence, mais encore faut-il la rappeler. Ils sont obsolètes en usage, ils ne répondent pas aux critères de durabilité actuels et bien évidemment futurs, ou alors ils sont aussi dans des secteurs en suroffre. Donc quand on cumule ces 4 facteurs, on arrive à définir, à identifier les immeubles échoués. Donc ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que les immeubles non rénovés représentent une part, contrairement à ce qu'on peut penser, représentent une part importante de l'offre. Par exemple, à la Défense, 64% des immeubles qui sont disponibles à 1 an sont des immeubles de seconde main, 64%. Autre chose, 37% des surfaces à la Défense ont été construites avant les années 2000 et n'ont pas été rénovées. Donc il y a encore beaucoup à faire. Alors pour autant, il est difficile de se lancer dans des opérations de rénovation lourdes dans ce contexte. Dans le contexte actuel, on connaît tous les effets quand même qui sont démontrés du télétravail, notamment. La demande donc de grandes surfaces se raréfie, ce qui fait que la probabilité de trouver preneur pour une grande surface ou de trouver un mono-utilisateur pour un propriétaire d'immeuble de bureau se raréfie également. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse autrement. Et c'est là que la diversification permet de répartir le risque. On le verra tout à l'heure, de créer de la valeur. C'est aussi une alternative à la reconversion, qui est malheureusement fréquemment refusée par les pouvoirs publics, par les collectivités locales, pour plein de raisons, notamment les mairies qui ne souhaitent pas, si on reconvertit un immeuble de bureau totalement en habitation, mais qui ne souhaitent pas créer les services nécessaires pour les habitants, ou quand on est dans des zones où le foncier est saturé. Quelle est la position des investisseurs justement en bureau sur ce... Alors on ne va pas refaire le monde ce matin, mais quelle est leur posture aujourd'hui sur ces immeubles échoués, sur cette vacance importante? Un immeuble de bureau, ça coûte de l'argent vide aussi. Donc ils sont conscients qu'il faut faire quelque chose? Oui, ils sont conscients qu'il faut faire quelque chose. D'être créatif. Effectivement. Alors,
ils sont conscients qu'il faut être créatif, mais beaucoup ont été échaudés. Et là, je vais déjà peut-être aller sur un des sujets une des questions que tu vas poser forcément tout à l'heure. Moi, j'ai un exemple en tête à propos du pôle émergent Nord. Les investisseurs ont investi massivement en création de bureaux donc dans le pôle émergent Nord. J'allais dire que c'était aussi parce qu'il y avait des politiques publiques qui avaient été créées pour faciliter, pour encourager ces implantations de dizaines, voire de centaines de milliers de mètres carrés dans le pôle émergent Nord. Le marché, 21% de taux de vacances, je l'ai dit tout à l'heure. Que faut-il faire pour essayer de trouver des solutions? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les investisseurs, ces dernières années? Ils ont tous modernisé leurs immeubles. C'était des immeubles pourtant de bonne facture, parce que la grosse majorité des immeubles disponibles sur une ville, par exemple, comme Saint-Denis, sont des immeubles récents. Donc, ils ont investi beaucoup d'argent, en fait, dans les services à destination des populations travaillant dans les bureaux, et là je nuance parce que par rapport à ce qu'on va dire tout à l'heure, donc ils ont énormément investi dans les services, ils ont donc modernisé les immeubles, et pourtant rien. Et ils ont évidemment baissé les loyers, baissé, rebaissé, repricé comme disent les brokers, et toujours 21% de taux de vacances. Donc là ils sont extrêmement échaudés, il va falloir qu'on soit extrêmement convaincant et que les pouvoirs publics nous aident à convaincre les investisseurs justement à faire quelque chose d'autre. Alors, avant d'écouter Éléonore sur ce sujet, Chantal, en tant qu'architecte expérimenté du secteur... Ça veut dire vieille. En fait. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit moi hier aussi, hein, donc il n'y a pas raison que je partage toute seule le truc. Hein. Moi aussi, on m'a dit expérimenté. Quel regard... Non, mais pas du tout, en fait. Quel regard portes-tu sur ce décalage que vient de nous décrire Marc entre le marché et les besoins? Et puis, est-ce que... Alors, je suis désolée, je vais être obligée de réutiliser le mot expérience. Hein, mais quelle expérience... Parce que je n'ai pas beaucoup de vocabulaire, donc voilà. Quelle expérience as-tu de la densification d'usage, notamment peut-être à l'international? Est-ce qu'ils sont plus créatifs que nous, ces gens-là? Oui, mais on est créatifs aussi. D'abord, Marc, je veux te remercier pour ces bonnes nouvelles du matin, hein, ce petit rappel. Il est midi, ça va. C'est vrai. Non, écoute, que dire là-dessus? Dire que pour nous, donc, ce constat, c'est aussi une belle opportunité, d'action, et pour ne pas dire une obligation à agir. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous voulons faire. Donc, bien évidemment, on a vu qu'il y a des tensions entre le marché immobilier et les politiques urbaines. On a ces bâtiments qui sont échoués, en fait, qui sont un peu comme des accros dans le tissu urbain, des zones éteintes, en fait, comme des trous qui s'éteignent petit à petit. Alors, étonnamment, c'est aussi dans des quartiers qui sont monofonctionnels, qui sont enfermés dans un usage unique, une fonction unique, et qui sont figés dans un temps certain. C'est drôle parce que tu as parlé de friches. Avant, on parlait de friches urbaines, on parlait de terrain à l'abandon, et là, maintenant, on parle quasiment de bâti à l'abandon. Va falloir agir vite. Donc, il y a une vraie matière première ici. Et donc, d'un côté, on a ces immeubles échoués. Et de l'autre côté, on a des villes qui ont également des tensions foncières et qui ont une volonté certaine de se réinventer sur elles-mêmes, de se reconstruire sur elles-mêmes dans un objectif, on va dire, durable, plus respectueux de l'environnement. Donc, nous, notre rôle d'architecte, c'est d'essayer de réconcilier en fait ces espaces délaissés avec les besoins de la ville. Et de ces deux problématiques, on pense qu'il y a une solution commune, et que la solution, c'est bien évidemment la densification d'usage, mais qui doit se faire à plusieurs échelles, qui doit se faire à l'échelle du bâtiment, ça c'est évident, donc avec les utilisateurs, avec les investisseurs, mais aussi à l'échelle du quartier, à l'échelle du territoire. Il est indispensable de l'ancrer dans le territoire, d'avoir une analyse des besoins locaux, et c'est pour ça qu'on croit fort au partenariat public, privé, et puis oui, il y a beaucoup de choses qui se font à l'étranger très intéressantes. Qu'est-ce que tu as vu qui t'a, par exemple, les dernières années on va commencer par New York. Voilà, toujours. Mais il n'y a pas que New York. Marc me dirait, la Hollande fait aussi des choses remarquables. Le BITS, un partenariat privé-public donnant-donnant, enfin, qui est gagnant-gagnant même. À New York, c'est assez intéressant parce qu'à New York, il y a ce bonus de densité. En fait, un privé, si dans son projet immobilier, il va faire quelque chose de positif pour le bien de la collectivité, il va avoir un bonus de constructibilité qui peut aller jusqu'à 20%.
alors qui respecte les normes. Il ne va pas dépasser son plafond, le gabarit, tout ça. Si c'est possible, il peut acquérir ce bonus de constructibilité. Après, il y a plein d'exemples. À Londres, il y a plus de la négociation, des incitations fiscales. Voilà. Il y a pas mal de choses qui se font. Dont on pourrait s'inspirer. Éléonore Slama, tu es une élue du 12e arrondissement, pardon, on l'a dit, tu t'es emparée de ce sujet rapidement, avec raison d'ailleurs. Quelle est ta méthode et tes outils? Et puis, quelles sont les idées un peu fortes de cette vision et de l'Intensiscore que tu vas nous révéler un peu? Merci beaucoup et déjà merci à Cardam pour cette invitation. Alors en effet, moi je fais feu de tout bois sur cette question. J'ai fait de ce sujet que j'appelle le gaspillage alimentaire, le gaspillage immobilier, parce que justement je pense qu'il y avait besoin de faire preuve de pédagogie en la matière et que personne ne comprend ce sujet à la base. Donc parler de gaspillage au même titre que le gaspillage alimentaire, que le gaspillage de l'eau, de l'énergie ou même de la fast fashion qui a eu sa loi récemment, on parle aujourd'hui de gaspillage immobilier, de gaspillage de mètres carrés et moi je fais feu de tout bois parce que c'est une question aujourd'hui qui est absolument centrale. On l'a dit, il y a énormément de mètres carrés, de millions de mètres carrés de bureaux vides. On a aussi 3 millions de logements de vacances sur l'ensemble du territoire national métropolitain. On a 170 000 hectares de friches au bas mot aujourd'hui qui sont disponibles. Et dans le même temps, puisque c'est une expression à la mode, c'est plus trop à la mode là. Là. En effet, vrai. Et dans le même temps, on a 4,2 millions de personnes mal logées, 330 000 sans-abri, 2 000 enfants qui dorment à la rue. On a également un étalement urbain qui continue, avec les conséquences qu'on lui connaît, et on l'a vu récemment encore en Espagne. Aujourd'hui, c'est quand même encore 4 à 5 stades de foot qui sont artificialisés en France toutes les heures, donc ce n'est pas rien. Et donc, ça montre bien la nécessité d'agir et de mettre tout le monde au courant, au diapason de cet enjeu-là. Et c'est pourquoi donc, je me suis engagée dans un grand plaidoyer sur la question, à la fois pour expliquer cela, et puis en même temps pour montrer les bénéfices énormes que nous aurions à mieux utiliser nos mètres carrés et à changer de regard sur ces mètres carrés. Bénéfices écologiques, bien évidemment. Si on utilise mieux, on a moins besoin de construire. Et puis, malgré tous les efforts du monde de la fabrique urbaine que je salue pour se décarboner, non parce que c'est vrai, c'est important et c'est très bien, donc il faut continuer dans cette lancée, mais malgré tous ces efforts-là, même le plus décarboné des mètres carrés construits sera toujours un mètre carré de trop s'il n'est pas assez utilisé ou qu'il n'est pas du tout utilisé. Et puis, bien évidemment, il y a des bénéfices économiques qu'on essaye de prouver, qu'on essaye de démontrer aujourd'hui. Commencer à parler aux investisseurs. Oui, j'essaye de les intéresser un peu quand même. Bon, des bénéfices tout bêtes, mais c'est potentiellement un partage de charges, le gardiennage, le nettoyage. Il faut savoir qu'un actif vide aussi, c'est quelque chose qui se dégrade beaucoup, ça coûte, etc. Et puis, c'est potentiellement une revalorisation patrimoniale, c'est une amélioration de l'attractivité et je pense que c'est absolument essentiel. Tu disais tout à l'heure qu'il est difficile de faire revenir les gens au bureau, le télétravail est quelque chose d'ancré, mais donnons envie aux gens de revenir travailler avec des espaces intenses, bardés de services, de moments d'échange avec les uns, avec les autres, une nouvelle façon de faire société ensemble. Et je pense qu'on a là une clé pour agir. Et puis bien évidemment, des revenus additionnels potentiels, puisque il y a le monopreneur, mais il y a plusieurs utilisateurs qui peuvent payer pour un même espace en fonction des heures, des moments de la journée, de la semaine ou de l'année. Bref, il y a des modèles à trouver. Je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui creuser cela et on va vous y aider. Et puis, je suis désolée, mais je parle quand même un petit peu des bénéfices sociaux parce que pour l'élu que je suis, ça me paraît essentiel. Cette question du gaspillage immobilier ou de l'intensification des usages, elle est valable dans les grandes métropoles comme Paris, par exemple, puisque nous sommes ici, parce que le foncier est rare et cher, mais c'est tout aussi valable dans les villes de taille moyenne, c'est tout aussi valable dans les zones rurales, parce que ça permet d'adresser un besoin dans un environnement qui dispose de ressources limitées. Et les Français, ils plébiscitent les aménités, ils plébiscitent les services, ils en redemandent. Donc on a là quand même une solution assez simple pour leur en proposer. Ça permet aussi de faire à nouveau se recroiser les hommes. On est dans une société, on a du mal à se parler, à échanger. Eh bien là, on a une nouvelle façon potentielle de vivre ensemble. Moi, je dis souvent qu'un projet urbain, c'est un projet de société, que l'acte d'aménager, c'est un acte politique. Et je pense que cette question est au cœur. La ville, elle agit comme une matrice qui influence nos relations sociales. Et
ensemble. Et c'est pour ça que le partenariat public-privé est important. Les élus ne peuvent pas faire seuls cette ville-là. On doit la faire ensemble. Mais le privé a un rôle essentiel à jouer et doit entendre aussi ce message. Donc voilà, faire feu de tout bois avec ce plaidoyer, mais aussi, parce qu'il ne suffit pas de dire yaka, faucon, emparez-vous du sujet, faites. Il faut donner à chacun les moyens d'agir. Et donc, j'ai réuni autour de moi, avec tout un tas de personnes, et Paris Senco, un groupement d'acteurs publics et privés, dans lequel vous avez tout un tas de partenaires. Et nous avons décidé d'agir pour outiller la filière en créant deux choses en un temps assez record. La première, c'est l'Intensiscore. C'est la première échelle de mesure de l'usage des bâtiments et des espaces. Un premier indicateur un peu universel qui va vous permettre d'objectiver très concrètement votre bâtiment, votre espace. Ça veut dire qui va permettre de savoir dans quelle mesure votre espace est densifiable. Exactement, il va révéler le potentiel d'intensification. C'est bien ça. Parce qu'en fait, on parle beaucoup de ce sujet, mais on ne sait pas vraiment de quoi on parle. On estime un immeuble de bureau, allez, pour une personne de 35 heures avec 2 jours de télétravail, son bureau il est utilisé 10,6% du temps. C'est-à-dire en gros 90% du temps, il ne se passe rien et son bureau ne sert à rien. Une école, c'est de l'ordre de 20% du temps. Mais si on prend certaines parties de l'école, par exemple la cour d'école, c'est moins de 5% du temps qu'elle est utilisée, cette cour d'école. Mais à Paris, depuis quelques années maintenant, et on devrait et on va aller encore beaucoup plus loin, mais on ouvre quelques-unes de ces cours d'école et de crèches aux petits Parisiens le samedi. Enfin, c'est une évidence. Pourquoi on ne l'a pas fait avant? Parce que sinon, ça ne sert à rien. Et pourtant, on manque d'espace à Paris pour faire gambader nos enfants. Cette question-là, elle concerne toute la ville, toutes les villes, tous les territoires, tout type d'actifs, le public, le privé. Donc, ensemble, il faut engager un vrai grand mouvement. Et c'est ce que nous tentons de faire. Donc l'Intensiscore, ça permet de révéler le potentiel d'intensification de son actif. Tu as également commis un pendant un peu opérationnel à l'Intensiscore, qui est le guide concret à usage des acteurs du privé et du public. C'est quoi la différence entre les deux et c'est quoi aussi l'objectif, maintenant que ces documents sont faits, comment ils passent dans le domaine du réalisable? Alors déjà, c'est pas moi toute seule, hein, c'est un collectif. Non, mais je préfère le dire. Moi, c'est ma façon de penser. Je pense qu'il faut toujours agir tous ensemble, et c'est vraiment un collectif très pionnier d'acteurs publics, privés. Alors dedans, vous avez la direction de l'immobilier de l'État, 99 millions de mètres carrés, un patrimoine 78,2 milliards d'euros. Pareil, c'est pour les investisseurs qui sont dans la salle. Et donc, il y a vraiment envie d'agir, qui doit se réinventer, parce qu'il n'a pas le choix, en fait, de toute façon. Il ne peut pas garder tous ces actifs-là. Il doit se réinventer. Et la puissance publique doit être motrice en la matière. Vous avez bien évidemment la ville de Paris, vous avez aussi SNCF Immobilier, mais des acteurs comme Bouygues Construction, comme Link City, comme JLL, comme Novaxia, comme SFL, et puis également des experts de tout ordre. Nous avons en particulier des notaires, la puissante étude de notaire Chevreux, qui nous a fait un énorme travail sur la réglementation. Vous avez des cas d'usage réglementaires qui sont décryptés dans le guide, qui sont honnêtement très précieux. Donc emparez-vous de ça. C'est des choses qu'on met à disposition de toutes et de tous gratuitement. Vous scannez le QR code. C'est pour vous, c'est cadeau. Et emparez-vous de ça. Vraiment, c'est fait. Et puis faites-nous part aussi de vos retours, parce que c'est encore work in progress. On a encore plein de choses à inventer et à faire ensemble. C'est gratuit? C'est gratuit. C'est pour tous les investisseurs, les propriétaires, des gros utilisateurs. Exactement. Et puis des architectes, des urbanistes. On a même auditionné le lieutenant-colonel des pompiers au niveau national, du ministère de l'Intérieur, parce qu'on a un volet de réglementation incendie. Bref, on a essayé de faire les choses sérieusement pour vous donner des clés sérieuses pour pouvoir agir. Mais moi, je continue ce plaidoyer, et à tout niveau. La puissance publique, je l'ai dit, elle a un rôle moteur à jouer en la matière. Donc, il y a l'État avec ses mètres carrés. Il y a aussi les collectivités locales. Et j'ai fédéré autour de moi un réseau d'élus de toutes sortes, de petites, de moyennes ou de zones rurales ou de grandes villes, grandes métropoles, qui voient bien l'intérêt demain d'agir. En encadrant les choses, par exemple, dans leur PLU, en faisant une valeur cardinale de demain, avant de penser à un quartier, de se dire déjà qu'est-ce que j'ai, comment je peux mieux utiliser, et puis ce que je vais construire demain, je vais le penser pour être intensément utile à mes habitants. Je pense encore une fois que c'est le sens de l'histoire, et qu'il faut qu'on y aille tous ensemble.
Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. Chantal, en tant qu'architecte qui conçoit la ville, quel regard tu portes sur ces deux outils innovants? Penses-tu qu'ils soient applicables, opposables aux acteurs de la fabrique de la ville? Et puis après, on aura Sarah sur les copains immobiliers, des investisseurs immobiliers. Très bien. Non, ces deux outils innovants sont très intéressants, nous ouvrent des perspectives très intéressantes. Déjà, l'Intensiscore se distingue par sa simplicité et son accessibilité. En fait, de façon très simple, tout à chacun peut venir et se faire un diagnostic. Alors, ce n'est pas un diagnostic scientifique, hein, vous l'écrivez très bien dedans, mais c'est une réflexion. Ça permet d'ouvrir un champ des possibles, ça permet d'établir une discussion, ça permet d'acculturer, en fait, de sensibiliser un très large public hein, qui peut aller des utilisateurs aux citoyens, aux élus, aux professionnels de la ville. Donc en ça, c'est très intéressant. Après, ta deuxième question, donc, est-ce applicable et opposable aux acteurs? Celle-là me fait un peu sourire, cette question. Qu'est-ce qui est applicable et opposable, en fait, aux acteurs de la ville? Je pense tout de suite au PLU. Le PLU, la réglementation urbaine, est applicable et opposable aux acteurs de la ville. Et cependant, 3 petits points. Que se passe-t-il en fait? Depuis quelques années, on est face à des situations assez inédites, nous, architectes. C'est mon petit quart d'heure, là, ou ma petite minute là-dessus. Alors, c'est peut-être venu après le Covid, où effectivement, dans les services instructeurs, peut-être que, et pour des très bonnes raisons, en fait, les dossiers se sont un peu entassés. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il y a un cadre juridique, le PLU, les PLUI, partout en France. Et nous, on aime bien ces cadres. Hein. Généralement, ça nous permet de faire les choses. On voit des fois les pouvoirs publics, on voit les services instructeurs quand on se rapproche en disant tiens, on va potentiellement déposer un permis de construire, on va potentiellement faire un projet avec des investisseurs qui sont là, avec des promoteurs. Eh bien, il y a comme qui dirait un refus d'obstacle. C'est assez étonnant, en fait. Et il y a un cadre juridique. Donc, on se dit, mais que se passe-t-il? Pourquoi ils ne veulent pas qu'on dépose un permis de construire? On est dans notre droit. Donc, non, il faut déposer un PC minute, on va discuter, on va négocier, tout ça. Donc, bon, tout ça pour dire, effectivement, que notre vie est aussi difficile et qu'il y a, en fait, une tension de regard entre les pouvoirs publics et les pouvoirs privés. Et donc, ce qu'il faut aussi, c'est réconcilier un petit peu, réunifier ce travail ensemble. Et ce partenariat est essentiel. Donc, trouver un cadre juridique, ça prendra du temps, mais trouvons déjà un cadre amiable, en fait, pour trouver cette façon de travailler ensemble qui soit gagnante-gagnante, en fait. C'est vraiment ça. Je te rejoins sur tous les bénéfices, et l'architecture est d'utilité publique. Hein. Nous, on est casque bleu, et quand on vient en fait travailler ou proposer un projet à une ville, c'est qu'on a étudié le quartier, qu'on a étudié en fait les besoins d'un investisseur, les besoins d'un utilisateur, et qu'on veut sublimer cette part de la ville et on veut intégrer des choses. Donc, on l'étudie. Moi, j'ai envie de dire aux villes, mais servez-vous de nous, quoi. Mais avec plaisir, et c'est gratos. Voilà. Merci Chantal pour ce petit coup de gueule. David, c'est pas gratos tout le temps, hein, que ça soit bien clair. On a bien compris quand même qu'il y avait une volonté de faire, mais il y a quand même je pense qu'on est tous d'accord sur ce sujet-là, mais il y a quand même une puissance publique qui peut-être a une méfiance à l'égard aussi du monde de l'immobilier. Est-ce que ça serait pas ça aussi la clé? Bon, j'avais pas prévu de poser ça comme question, mais du coup, ça se... voilà. Marc, les investisseurs immobiliers, est-ce qu'ils seraient prêts d'abord à utiliser l'Intensiscore sur leurs actifs si on leur proposait aujourd'hui? Que faudrait-il comme argument pour qu'ils y croient vraiment? Et puis comment convaincre aussi la puissance publique peut-être de la bonne volonté de ces investisseurs de faire, parce que eux aussi, comme on l'a répété, ça les arrange pas trop non plus d'avoir des immeubles vides qui coûtent cher et qui sont pas et qui rapportent pas et qui coûtent à plusieurs égards d'ailleurs, pas que de l'argent d'ailleurs. Oui, effectivement, la problématique, de toute façon, elle se pose obligatoirement, puisque les investisseurs qui sont propriétaires d'immeubles vides, il faut bien
essayer de trouver une solution. Donc il y a déjà cette obligation de faire quelque chose. Maintenant, de ne pas partir dans toutes les directions, ne pas dépenser de l'argent comme ils l'ont fait. Je citais l'exemple tout à l'heure des services à tout va pour rien. Pour répondre à ta question directement sur l'Intensiscore, oui, moi je pense que c'est un outil qui est très pertinent, qui a le mérite d'être simple. Et ça a été dit plusieurs fois. C'est pas un nouvel, un énième outil que l'on crée et tous ceux qui ont un petit peu de bouteille dans l'immobilier se rappellent de tous ces grilles de notation des immeubles de bureaux qui sont nés, qui sont mortes de leur plus belle ou de leur plus affreuse mort, enfin par faute d'avoir été utilisées. Donc l'Intensiscore est un outil très, très simple d'utilisation. Ça va être effectivement à nous conseil d'aider les investisseurs à se l'approprier avec évidemment les inventeurs de l'outil en question. Alors il est très intéressant et très pertinent parce que d'abord il va permettre de réaliser le diagnostic de l'immeuble. Ça mine de rien, c'est quand même important de se poser la question avec une bonne grille d'analyse, quel est le diagnostic de mon immeuble en matière d'intensification. Premièrement. Deuxièmement, et c'est extrêmement lié, et il ne faut surtout pas se planter cette fois-ci par rapport à ce qui a été fait il y a quelques années, c'est extrêmement lié au territoire. Donc la deuxième analyse qu'on va faire, le deuxième diagnostic que l'Intensiscore va permettre de faire à l'investisseur, c'est le diagnostic du territoire. Et les deux sont extrêmement liés. C'est ça qui nous permettra d'évoluer, c'est ça qui va nous permettre d'avancer, tant à la société dans son ensemble qu'au monde de l'investisseur, tout simplement. Donc ces deux, une fois qu'on aura fait ces deux diagnostics, on va pouvoir, sur le troisième volet, déterminer les compatibilités d'usage par espace. Ça, c'est super important aussi, parce que ça va permettre aux investisseurs d'avoir une vision sur les usages que l'on peut développer dans les différents espaces de l'immeuble. Et là, je vous invite à flasher sur le QR code qui était à l'écran tout à l'heure. Vous verrez qu'il y a des exemples très simples. On n'est pas en train d'inventer une usine à gaz utopique qui se produira peut-être, qui fonctionnera peut-être dans 200 ans. On est sur des cas extrêmement concrets. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Et c'est pour ça que l'Intensiscore va pouvoir retenir l'attention des investisseurs. Parce que c'est assez simple et les solutions seront souvent très simples et de bon sens pour commencer. Et on verra que petit à petit, on pourra aller dans des solutions plus développées, plus sophistiquées, évidemment. Et puis, le point très important pour les investisseurs, évidemment, c'est de comment est-ce qu'on va créer de la valeur. Donc, comment ce que je vais essayer de mettre en place en matière de densification, d'intensification, va me permettre de créer de la valeur. Donc, l'Intensiscore aide l'investisseur à assurer l'équilibre économique de son projet. Donc, quels sont les coûts additionnels, parce que forcément, il y en aura certains, mais quels sont aussi les revenus qui sont générés par le projet. Donc, en effet, il va falloir qu'on démontre que cette densification va permettre de créer de la valeur, d'augmenter de la valeur de nos immeubles. Donc, cette densification, elle regroupe des usages complémentaires dans une même unité de lieu. Elle les mutualise, en fait, afin de les rendre plus efficients. Les immeubles, en fait, il y a un concept chez Cardam qu'on aime bien, dans lequel on croit depuis des années, c'est que l'immeuble est une mini-ville. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc on en est convaincu parce qu'on prône cela depuis au moins 4 ou 5 ans. Donc l'immeuble est une mini-ville, donc il propose une diversité d'usages. Et pour autant, donc toutes les ressources spatiales de notre mini-ville ne sont pas égales. Alors, il ne faut pas non plus se raconter que la cour de récréation est aussi importante, ouverte à l'extérieur, est aussi importante pour l'investisseur que les plateaux de bureau. Évidemment. Donc toutes ces ressources ne sont pas égales, évidemment. Il y a d'abord des ressources qui sont les plus intéressantes à partager. Ok, donc là on est dans le marketing, on est dans l'attractivité de notre immeuble mini-ville. Et les ressources les plus intéressantes à partager, quelles sont-elles? Ce sont celles qui vont effectivement être attractives à la fois pour la population qui travaille dans l'immeuble de bureau, mais à la fois pour la population qui vit dans l'environnement de l'immeuble de bureau. Donc ça va être par exemple le rooftop avec une superbe terrasse. Ça va être un local qui est situé en rez-de-chaussée avec une grande hauteur qui va exploiter un mur d'escalade. Donc là on est dans de la ressource attractive et rare. Après, il y a les ressources coûteuses.
Alors, la ressource coûteuse, ça commence à parler aussi à l'investisseur. Idéalement, si on pouvait les partager, ce serait bien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ressource coûteuse qu'on pourrait partager avec l'extérieur, avec le monde dans lequel notre mini-ville se situe? Les ressources coûteuses, ça peut être un amphithéâtre dans un immeuble de bureau. Tu parlais de 10% pour le mètre carré de bureau, mais alors j'aimerais bien connaître le chiffre d'utilisation d'un amphithéâtre dans un immeuble de bureau. À mon avis, il est très inférieur à 10%. Mais un amphithéâtre, c'est quelque chose qui est extrêmement utile à la société dans son ensemble, qu'on peut probablement mieux exploiter. Alors, il y aura un aspect réglementaire. Eh bien, il faudra travailler l'aspect réglementaire avec les pouvoirs publics. Et évidemment, d'où l'importance de travailler main dans la main avec les pouvoirs publics. On parlait de studios d'enregistrement. De plus en plus, on dit aux investisseurs, il faut faire maintenant des studios d'enregistrement pour faire des podcasts. Mais ça coûte cher. Non, on en a un dans notre immeuble, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Eh ben, comment est-ce qu'on fait pour utiliser cette ressource coûteuse? Comment on va davantage la rentabiliser? Il y a aussi des aménagements techniques qui sont très coûteux et qui nécessitent qu'on les utilise beaucoup plus. Eh ben, là, on parle de la restauration, les fameux restaurants d'entreprise. Mais pourquoi la cuisine d'un RIE qui coûte une fortune ne serait pas utilisée le soir et le week-end pour le restaurant commercial ouvert sur l'extérieur, qui pourrait être aussi le même restaurant, et ça on le voit de plus en plus, c'est quand même une tendance, que le restaurant qui assure la restauration des collaborateurs qui travaillent dans la mini-ville. Et ensuite, il y a le dernier groupe de ressources sont les ressources qui, elles, sont les ressources attendues par le quartier. Alors là, il ne faut pas se planter non plus, et je reparlerai peut-être tout à l'heure, les ressources attendues par le quartier, eh ben, il faut savoir ce qu'attendent, qui sont les gens qui vivent aux alentours. Qu'est-ce qu'ils attendent? Il faut connaître l'environnement de son immeuble, c'est très important. Absolument. Et là, on va avoir besoin effectivement des pouvoirs publics également. Donc, voilà pourquoi on pense que les investisseurs vont pouvoir s'approprier cet outil et vont pouvoir se l'accaparer et l'utiliser. Alors, oui, vas-y, vas-y. Non, vous avez à l'écran en fait quelques exemples, et je vous disais que ce sont souvent des exemples simples de diversification d'usage. Ça, c'est une étude qui a été menée par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France et qui classe les différents usages selon quelques catégories. Alors, il y a les usages, et vous voyez qu'on n'invente pas la poudre, on la réinvente pas. Ce sont souvent des initiatives de bon sens. Ouais. Exactement. Bon sens paysan, moi c'est ce que j'ai tout Absolument. le temps. Quand on regarde les usages solides ou porteurs définis par la CCI, c'est quoi? On va utiliser les parkings publics qui à Paris maintenant sont publics et privés, qui sont souvent beaucoup moins utilisés pour faire des espaces de recharge électrique. Quand même, on promeut beaucoup la voiture électrique. Les riverains, les Parisiens qui ont encore une voiture, qui veulent s'acheter une voiture électrique ou la recharger, c'est pas évident. Si on pouvait utiliser une partie des parkings des immeubles de bureaux pour cela, ça serait intéressant. Les parkings partagés, évidemment, les différents services énergétiques qu'on va mettre. Il y a aussi la logistique du dernier kilomètre. On connaît tous cette explosion des livraisons, quelles qu'elles soient. Il faut bien stocker tout ça quelque part. C'est très compliqué en milieu urbain. Les parkings peuvent être utilisés pour cela. Ensuite, il y a ce que la CCI appelle les usages à consolider. Mais là, on l'a déjà testé, on sait que ça marche. Mettre des doses de co-living, de résidences opérées pour les jeunes, pour les vieux, pour les étudiants, mettre des services au bâtiment dans un immeuble de bureau, ça marche. Ça marche parce que ça va d'abord, et ça c'est important pour l'investisseur, ça va d'abord permettre, c'est ce que tu as dit Éléonore, à faire revenir les collaborateurs au bureau. Parce qu'ils vont être dans un immeuble mini-ville où il y a plein de choses sympas à utiliser et aussi très, très utiles. Après, on parle d'usages fragiles ou incertains comme la conciergerie, le coworking, effectivement, la restauration d'entreprise qui est un vrai sujet. On ne parle pas de logement là. C'est-à-dire qu'on reste beaucoup dans le monde quand même de ce qu'on appelle l'immobilier d'entreprise qui est très vaste. Mais on n'est pas du tout, on n'a pas du tout adressé la question aussi du mal logement. C'est peut-être pas le lieu aujourd'hui, mais vous disiez hier dans la conférence les bureaux du cœur. Vous avez, est-ce que vous imaginez, Chantal, Éléonore, Marc, qu'on puisse utiliser ces immeubles qui sont vides ou ces espaces qui sont sous-utilisés en fonction de certaines heures du jour et de la nuit pour répondre à une partie, bien sûr pas à tout partie, mais à une partie des problématiques du mal logement?
Si, bien sûr, c'est essentiel en fait. C'est obligatoire de répondre au logement. Donc, certains immeubles tertiaires assez classiques peuvent y répondre facilement avec du logement opéré en fait dans les épaisseurs de bureaux qu'on a, mais bien évidemment qu'il faut penser au logement. Après, j'en reviens aussi à la réglementation. Des fois, on est face à des zonings où dans certaines zones, on nous impose du tertiaire et c'est difficile de devoir dire là, on a du logement, on peut faire du logement, on a même des investisseurs, mais la réglementation ne nous le permet pas. Donc, on travaille à lever ces freins-là. On est dessus. Alors, ça va venir, vous inquiétez pas, puisque c'est que le début de ce qu'on a fait. Non, je voulais réagir parce que je pense qu'il faut en effet pas oublier pourquoi on fait tout ça. On fait ça pour les habitants, on fait ça pour les gens qui vont travailler dans ces bureaux, enfin on fait ça pour les usagers. Il faut toujours avoir cette idée vraiment en tête. Et je pense que la question finalement de la qualité d'usage des projets, l'intensité d'usage, ça va permettre demain de rendre votre immeuble de bureau sexy, attractif, parce que ça va améliorer la qualité urbaine, tout simplement, par cette diversité, ce foisonnement de services, d'opportunités, de moments à vivre, en fait, tout simplement. C'est ça dont on parle. Après, moi, j'adore l'association Les Bureaux du Cœur. Je trouve que ce qu'ils font, c'est absolument formidable parce qu'aujourd'hui, la question de l'hébergement d'urgence, c'est une catastrophe. On n'arrive absolument pas, tout est embolisé de partout. Et donc, ce qui fait qu'on a aujourd'hui des enfants, en effet, qui dorment encore à la rue à cette période de l'année et qu'on a des décès tous les jours, malheureusement, d'enfants, par exemple, ou de personnes plus âgées. Pour autant, je pense qu'on peut intensifier les usages, peu importe la raison pourquoi vous le faites. Que ce soit pour des raisons écologiques, sociales, mais que ce soit pour des raisons économiques, de toute façon, c'est vertueux. C'est ça qui est bien. Et donc, il y a tout ce qu'on peut mesurer aujourd'hui en termes de dur, finalement, ce que ça peut vous rapporter, partage des charges, revalorisation, etc. Et puis, il y a tout ce qu'on ne peut pas quantifier encore, mais par exemple, moi, le patron de Novaxia qui a fait de son siège social Station 45, il le transforme en tiers-lieu associatif le soir et le week-end. Lui, il m'a dit, mais moi, c'est le meilleur plan de com que j'ai jamais eu, et c'est beaucoup moins cher qu'un super plan de com, parce qu'on rayonne, les gens nous connaissent, sinon d'ailleurs, ils ne sauraient pas du tout ce que c'est que Novaxia dans le quartier, etc., parce qu'on ouvre nos portes. Et il ne faut pas sous-estimer ces externalités positives-là aussi. Tout à fait d'accord. Il nous reste un petit peu de temps pour parler de ce pacte que vous avez déjà beaucoup abordé, public-privé, parce que c'est aussi la clé de la réussite de l'intensification, de la densification. Il faut, avec cette nouvelle approche, réconcilier les besoins du privé, que sont les investisseurs, mais aussi les entreprises, avec les exigences du public. On a vu que ce n'était pas simple. Alors, tu l'as cité, il y a quelques exemples qui déjà ont réussi à faire cette mixité des usages. Station 45, Métal 57, que des chiffres. Moi, c'était Debout 81 chez moi, mais bon, les Américains ne sont pas très, très propices à faire de la mixité. Mais on va y arriver un jour. Chantal, qu'est-ce qui se joue entre le public et le privé avec cette approche où l'immeuble, comme tu l'as dit, Marc, est une mini-ville finalement, est vécue comme une mini-ville. Qu'est-ce qui se joue entre le public et le privé et comment dénouer aussi ce nœud qui apparaît des fois compliqué pour avancer? Très simplement, je vais te dire qu'il se joue l'avenir de nos villes, en fait, et de ses usagers. Tout simplement. Non, mais vraiment. On ne se met pas la pression aujourd'hui. Non, mais j'espère que nous avons des investisseurs dans la salle. Non, pour revenir peut-être à ce schéma-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des structures de nos villes sur la définition des espaces privés et des espaces publics qui est assez fermé quand on voit des îlots, là, analyser le contexte, où on a des îlots privés qui sont extrêmement gros par rapport à un espace public qui est la rue, qui sont effectivement les jardins, mais dans nos villes qui commencent à s'intensifier trop. Enfin, ça devient même agressif, ces espaces-là. Donc, bien évidemment, réfléchir ensemble, trouver des solutions. Et je
dis, trouver des solutions, c'est aussi pouvoir permettre au privé de donner des avantages au public et d'en recevoir aussi. Donc, il y a une façon de resculpter les bâtiments qui sont présents, qui sont échoués, qui ne correspondent plus à nos attentes, à ce qu'on veut pour demain, utiliser l'ensemble de ces mètres carrés. Aussi, il y a un enjeu de retisser un maillage dans la ville, en fait. Tous ces espaces publics, c'est important d'essayer de retisser un maillage plus fin, de mobilité douce. À Paris, on a cette tradition des passages et qu'on a un peu perdu dans certains quartiers, mais qui est assez intéressant. Et ça serait bien de réouvrir certains cœurs d'îlots ou de retrouver en fait tout un maillage au niveau des rez-de-chaussée en activant les rez-de-chaussée et puis pour permettre l'intensification de ces villes. Après, les enjeux, c'est aussi de trouver un cadre. Je pense fort à la négociation commune. Et c'est vrai que la réglementation, elle existe, c'est bien, mais dans ce travail-là, c'est du cas par cas, en fait. Il faut étudier le bâtiment et il faut étudier son contexte. Et je vais juste faire un parallèle à une réglementation qui nous est chère en tant qu'architecte, celle de la sécurité incendie, qui est quand même fondamentale et extrêmement importante. Il arrive qu'on demande des dérogations. Parce qu'il y a des éléments de la réglementation dans certaines réhabilitations qui ne correspondent pas. Et quand on vient porter ces dérogations, on les apporte avec des compensations, en fait. Et elles passent. Donc là-dessus aussi, je pense qu'au niveau de la réglementation urbaine, par une étude fine et en justifiant des choses, on l'apporte avec des professionnels qui s'engagent, on vient voir les institutions qui les acceptent en fait. Mais des fois, c'est des dérogations costauds, mais parce que les compensations le sont aussi. Donc c'est là-dessus, il faut un cadre et puis il faut une certaine souplesse pour pouvoir essayer de regarder un petit peu dans le même sens. Donc l'avenir de nos villes, c'est rien que moins que ça. Éléonore, tu dis que chacun dans son silo, on ne pourra pas agir. C'est le sens de l'histoire. Soit on est pionnier, soit on subit. C'est quoi aussi pour toi les enjeux de cette densification si on ne fait pas Voilà, déjà, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais il se trouve que moi, j'ai plus de 15 ans d'expérience avant d'aller dans le privé depuis 5-6 ans, mais avant, j'avais plus de 15 ans d'expérience dans le secteur public et j'étais entre autres chef de cabinet de ministre pendant 5 ans. Je suis élue locale depuis 2014. J'ai travaillé aussi longuement à la ville de Paris sous Bertrand Delanoë où j'ai mis en place Vélib, Tramway, etc. Dans le 10e. Ah, c'est toi ? Ok. Oui, mais j'en suis fière. Okay. Bref, ça va pas toujours bien. Enfin bref. Mais on apprend aussi. Bref. Non, mais tout ça pour dire que moi, j'ai vu les limites de l'action publique, que ce soit au niveau local ou au niveau national. Malgré l'énergie, malgré la force de conviction, malgré tout ce que vous voulez, on peut pas y arriver seul. Chacun dans son silo. Et c'est pour ça que moi, je porte une initiative dans mon cœur, celle qui a été initiée par Bertrand de Fédot de la Fondation Palladio, qui est l'Université de la Ville de demain, qui est justement de briser ces silos entre public, privé, société civile. Parce qu'en fait, fait la force de l'UVD, c'est cette mixité aussi du public et du privé. Ouais. Et exactement. On peut, alors c'est vrai qu'on pourrait aller beaucoup plus loin demain en levant certains freins et on y travaille, on va y arriver, j'en suis convaincue et comptez sur moi. Mais on peut déjà faire beaucoup aujourd'hui à droit constant sur ces questions, juste en le voulant, en décidant de travailler ensemble. Et on va prouver à chacun que c'est possible. Parce que c'est possible. On a par exemple dans notre groupement d'acteurs 17 projets pilotes partout en France sur différents types d'actifs, où l'idée c'est justement ça, à la fois de tester, de diagnostiquer avec l'Intensiscore, mais aussi pour certains d'entre eux, tirer le fil et concrètement intensifier les usages. Et on va vouloir prouver très concrètement, et j'espère qu'on y arrivera, tous les bénéfices, mais mesurables, quantifiables, objectivables de tout ça. L'idée vraiment, c'est pas être dans une démarche punitive, culpabilisatrice, etc., mais au contraire incitative et désirable, parce que chacun aura intérêt à y aller. Et la puissance publique doit accompagner ça. Elle doit. D'ailleurs, il y a un problème de récit avec la population. Quand vous dites aujourd'hui à un habitant densifié, mais il vous hurle dessus tout de suite. C'est un gros mot. Ben oui, et qu'on va l'écraser. C'est vraiment quelque chose qui a une image extrêmement connotée. C'est pour ça que moi, d'ailleurs, je ne parle plus jamais de densité ou de densification. Je parle d'intensification parce que c'est joli, l'intensification, et puis c'est beau être intense, quoi. Bref. Et surtout, ce mot de densité, de densification, il est trop connoté. À tort, je pense, bien évidemment, mais voilà. Donc, il faut pouvoir aussi aller convaincre sur le terrain les gens
et tout type d'acteurs, du bien fondé de ça. Encore une fois, il y a vraiment, je le sens, un mouvement est en marche, quelque chose est en train de se créer, que ce soit au niveau des élus locaux, de toute obédience, de tout type de territoire, que ce soit au niveau de la puissance publique étatique, que ce soit aussi au niveau des acteurs privés. Et moi, je voulais vous remercier parce que vous l'avez compris chez Cardam quand même depuis quelques temps. Et en effet, la ville, un immeuble, c'est une ville, c'est ça, c'est même un monde. Et je suis très heureuse de voir que ça continue à prendre et qu'on va pouvoir justement le montrer, le démontrer. Donc autant faire partie des pionniers, en effet, plutôt que de suivre le mouvement, parce que de toute façon, ça va vous arriver dessus. Ça va vous arriver. Donc c'est mieux que d'être suiveur, d'être pionnier. Marc, peut-être un peu le mot de la fin pour alors tu n'es pas l'incarnation des investisseurs immobiliers non plus, c'est pas le grand capital non plus, mais est-ce que tu penses que ces investisseurs ils sont fin prêts pour écouter ce discours? Certains font partie de ce groupement. Est-ce que tu penses qu'ils sont OK pour travailler avec le public malgré toutes les contraintes et les obstacles qu'on a évoqués, pour faire de l'intensité d'usage et pour dépasser aussi les contraintes qu'on sait nombreuses, assurance, réglementation, sécurité? Enfin, il n'y a que des contraintes en fait. Est-ce que finalement, devant la somme des contraintes, ils ne vont pas être un peu... Et puis la somme des problèmes sur le marché, ne pas être un petit peu envahis par le fait de ne... Finalement, on ne fait rien, quoi. Oui, c'est évidemment le risque, mais d'où l'utilité, voire la nécessité de travailler avec les pouvoirs publics dès le départ, de co-bâtir quelque chose et non pas de se laisser ensevelir sous des réglementations parfois invraisemblables, qui n'ont parfois pas de sens. Donc cette initiative, elle est intéressante et la preuve, c'est qu'il y a quand même de grands acteurs privés qui en font partie parce qu'ils y croient. Et j'en citerai qu'un seul, qui est mon ancienne maison SFL. S'il y a bien une entreprise très profitable, mais qui est très en avance sur la manière dont le bureau évolue, c'est SFL. Donc le fait que des gens comme ça participent à ces réflexions, je trouve que c'est très intéressant. Moi, j'allais dire aussi que les investisseurs ne se lanceront dans l'intensification des usages que si les pouvoirs publics les accompagnent. Ça, c'est important. Et que s'ils ont une lisibilité très claire de ce qui va être fait. Je parlais toujours, tout à l'heure, de l'importance du territoire dans lequel les mini-villes existent, mais l'investisseur a besoin de connaître ce territoire et qui peut lui expliquer quel est le territoire, quelle est mieux que la ville, en fait, quelle est la population qui vit autour de mon immeuble et comment elle va évoluer, parce que quelles sont les politiques publiques qui sont prises, comment va évoluer la population, quels vont être les besoins de consommation, quelle va être la typologie de gens qui vivent autour. Moi, tout à l'heure, j'ai cité l'exemple de Saint-Denis qui est le mauvais exemple, puisqu'aujourd'hui, il y a une incertitude et les investisseurs aujourd'hui n'ont pas envie de mettre encore un euro de plus dans leurs immeubles sans savoir quelle va être la rentabilité de cet euro, parce qu'ils ne savent plus trop où aller, et parce qu'ils ont été échaudés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a un autre exemple intéressant. Désolé, Léonore, il n'est pas à Paris, mais il est à Paris La Défense, quand même. Paris La Défense, premier centre d'affaires européen qui reste attractif. Alors, OK, qui est passage un peu difficile en ce moment parce que taux de vacances important, parce que beaucoup trop d'offres, mais il y a des choses qui se passent à Paris La Défense. Il y a un chiffre intéressant, 70 000 étudiants à Paris La Défense. En fait, Paris La Défense, le seul quartier de La Défense aujourd'hui est devant en nombre d'étudiants dans le classement des 30 villes les plus importantes de France, et devant Nice et derrière Strasbourg. Donc le simple quartier de Paris La Défense, il y a eu une augmentation de 55% des étudiants sur les 5 dernières années. Autre chose, actualité, en ce moment, le marché de Noël, ça va peut-être vous faire sourire, mais le marché de Noël de Paris La Défense, il se tient sur 1 hectare. Il y a 300 chalets et il y a 1 500 000 visiteurs qui sont attendus. Donc, soit le même nombre de visiteurs qu'avant le Covid. Non mais, et ça, c'est bien les politiques publiques qui promeuvent ce genre d'activité-là, qui ouvrent donc le quartier de La Défense sur la vie, sur les jeunes, sur peut-être les plus anciens. Donc, oui, pour répondre à ta question, ils iront, mais que si les pouvoirs publics les accompagnent et que si, donc, ils co-bâtissent quelque chose ensemble. Je crois que ce message est bien passé, en tout cas ici. Il nous reste 5 petites minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il y a des micros sur des pieds. Là, il y a un micro. Pas de questions? Ah si, quand même.
On va vous amener un micro, monsieur. Merci. Je me permets d'en poser deux du coup. Mais j'aurais aimé, si possible, développer un petit peu la dernière phase du processus, c'est-à-dire comment faire venir des usages dans le bâtiment. Et ma deuxième, c'est sur le prix de sortie au mètre carré, c'est-à-dire que dans une ville de province où les prix ne sont pas très élevés, est-ce qu'on arrive comme ça à trouver un équilibre pour transformer un bâtiment tertiaire de bureau, par exemple, et accueillir donc ce type des nouveaux usages de manière générale? Qui veut répondre? Éléonore? Prix au mètre carré, ça, je serais bien en peine de vous donner quelque chose de fiable, donc je vais m'abstenir, si vous le permettez. Sur la première question, c'était quel usage, hein? C'était comment faire venir les nouveaux usages dans le bâtiment, comment les attirer en fait? Qui a agi à quel moment pour le permettre? C'est justement grâce à ce partenariat un peu public-privé, il faut coller aux besoins du territoire, coller réellement aux attentes des usagers, des habitants, etc. Et co-construire ça avec justement, par exemple, la municipalité qui sait de quoi elle a besoin. Par exemple, moi, je travaille aujourd'hui un peu sur l'avenue de France, qui est une avenue à Paris très monofonctionnelle, hein, que du bureau. Et du coup, son maire est un peu triste parce qu'il s'y passe strictement rien. Eh bien, on imagine ensemble et avec les aujourd'hui propriétaires, etc., des immeubles, qu'est-ce qu'on peut y faire demain? Quel acteur on a besoin de motiver pour venir nous aider à redonner de la vie à ces lieux, etc. Donc, c'est d'ailleurs aujourd'hui, il y a aussi une espèce de base de données d'acteurs qui sont tout à fait open pour aller intégrer ce type de... Et d'ailleurs, on en liste quelques-uns dans le guide, hein, donc n'hésitez pas. Et il y a même des plateformes qui se sont créées pour ça et voilà, qui vous donnent plein d'idées et d'acteurs à aller chercher. Donc, c'est en construisant ensemble le projet et grâce au réseau et comment dire, à la crédibilité de l'acteur public que vous pourrez les faire venir sans trop de difficultés. Et puis je pense aussi que c'est l'écosystème qui va être créé. En fait, la programmation est très importante. Dans un immeuble, il faut créer une destination. Donc il y a quand même, dans ces choix-là, à avoir une harmonie à faire, à se dire qu'est-ce que je vise et comment je vais composer ça. Donc la co-construction sur le programme est essentielle au niveau de ce qui est visé par l'utilisateur, l'investisseur, mais aussi ce qui est visé par le quartier. Et bien souvent, il faut aller au-delà aussi des habitants. Il faut vraiment se rapprocher des pouvoirs publics. Dans le PLU, il y a un document très intéressant qui est le PAD, le projet d'aménagement et de développement durable, qui donne les directions en fait, de développement pour les 10-20 années à suivre de la ville. Donc, associer tout ça va permettre de faire des programmes très fins et essayer des choses. Et puis, peut-être prendre certains risques sur certains lots, d'autres moins. Enfin, voilà, composer judicieusement le programme pour cet immeuble échoué, si jamais c'est ça. Une dernière question peut-être? Vous êtes sérieux, hein? Si, quand même. La dernière question et puis après... on va essayer de tout aller vite. Oui, bonjour, Ruben Bonic de la société Square Sense. On travaille d'ailleurs avec SFL sur toute la partie calcul d'intensité d'usage dans leurs bâtiments, compréhension notamment d'usage des services, notamment les amphithéâtres où vous donniez cet exemple qui sont, on va dire, utilisés de manière pas réellement intense. Moi, j'aime beaucoup le fait de pouvoir mixifier l'usage, mais c'est vrai qu'on l'a dit en termes de sécurité, incendie, ça peut être un sujet. Et j'aurais voulu savoir, est-ce que l'État serait prêt à louer les surfaces chez les investisseurs en leur disant, voilà, cet espace, vous ne l'utilisez pas du tout. Ils prennent à bail à un loyer qui est bien sûr assez bas pour prendre le risque avec l'investisseur, intensifier l'usage avec du coworking, avec du co-living. Mais du coup, voilà, est-ce que la direction immobilière de l'État pourrait commencer à travailler main dans la main avec les investisseurs? Et voilà, c'est une petite question. Qui veut répondre à ces questions? Alors moi, c'est délicat de me mettre à la place de Alain Resplandy-Bernard, le directeur de l'ADIE.
je sais qu'ils ont déjà un patrimoine conséquent, donc je ne suis pas sûre qu'ils soient vraiment en recherche aujourd'hui. Néanmoins, ils se séparent d'actifs pour en récupérer d'autres, donc pourquoi pas à la rigueur. Ils sont bien plus ouverts que ce qu'on pourrait penser. D'ailleurs, saviez-vous que l'État a aussi des espaces de coworking dédiés aux agents de toutes les fonctions publiques mélangées. Il y en a un, par exemple, à Gare Saint-Lazare, etc. Donc on n'imagine pas en fait à quel point finalement ils essayent de se mettre, et ils le font pas si mal, à la page de tous ces sujets-là. Donc pourquoi pas, mais je pense qu'il faudrait mieux lui poser la question en direct là-dessus. Et puis peut-être la toute dernière question. C'était où la dame? Chantal, elle fait tout. Elle est trop forte. Bonjour, merci pour cette présentation avant tout. Vous évoquiez le besoin d'apporter plus de mixité dans les bâtiments à court terme, mais également le défi que constituent les PLU, PLUI. En termes de calendrier, comment est-ce que vous envisagez ce défi du PLU qui parfois ne prévoit pas des usages type logement ou autre? C'est aujourd'hui un frein, hein, les PLU. Alors moi, je suis élue parisienne, on vient à peine de voter le PLUB, et j'ai envie de dire, mince, il est déjà obsolète. Non, mais c'est vrai, c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'on voyait déjà les limites du PLU qu'on était en train de construire, comme c'est une longue phase. Hein. Enfin, c'est 4 ans de travail, hein, c'est des enquêtes publiques, c'est des choses assez lourdes en termes d'ingénierie à mettre en œuvre. Et oui, en effet, le PLU vient d'être voté, il est déjà obsolète. Donc il faut absolument, moi je plaide là-dessus, j'ai fait d'ailleurs une contribution au PLU sur ce sujet, d'assouplir un peu ces documents parce qu'ils vont trop lentement par rapport aux évolutions de la société. Beaucoup trop lentement. Depuis le dernier PLU, il y a eu du Covid, il y a eu de l'urbanisme transitoire, il y a eu du télétravail. Enfin bref, la vie a changé. Nos modes de vie ont complètement changé. Et on se traîne des documents d'urbanisme qui sont souvent, malheureusement, parce qu'un carcan trop rigide, des freins à l'innovation. Enfin voilà. Donc il faut en effet repenser ça, mais on y travaille aussi, encore une fois, avec certains spécialistes du sujet pour voir comment on peut alléger certaines choses et faire quand même. Merci beaucoup. Merci de votre attention. C'est très intéressant. Merci. Ah oui, il faut mettre la petite slide là où on peut scanner le livre blanc. Autrement, il va nous crier dessus, Marc. Marc Vertier.